Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle aventure, une nouvelle série parallèle à Missing 411 que d'ailleurs nous continuerons. Mais cette nouvelle aventure est spécialement dédiée au vaste et fascinant univers des cryptides. Comme vous le savez, je suis à chaque fois très enthousiaste et excité, comme à chaque nouveau départ d'un nouvel hors-série, de vous retrouver, de partager avec vous mes recherches et surtout de vous inviter à construire épisode après épisode une véritable enquête et échange collectif autour de ces mystères qui défient à la fois la science mais également la raison. Alors, il est effectivement vrai qu'aujourd'hui on lance officiellement cette grande exploration sur les cryptides. Alors, comme je l'avais mentionné, on va attaquer ça d'une manière, je veux dire, constructive, pas dans le sensationnalisme, comme d'autres pourraient le faire, mais plutôt dans le questionnement autour des origines, de l'histoire, mais également étudier la véracité de ces créatures que l'on dit insaisissables, que ce soit Dogman, le Mothman ou d'autres cryptides, et tant d'autres que l'on pourront voir. Il y en a tellement en même temps. Et donc nous essaierons de passer à travers la fascination, la peur, le folklore, ou même tout simplement la réalité. À chaque épisode, nous choisirons un cryptide, plongerons dans ses racines historiques, ses traces dans les grandes civilisations du passé, ses apparitions modernes, mais surtout nous analyserons ensemble les sources, les preuves, les mythes et les canulars. Parce que c'est vrai que il peut y avoir beaucoup de canulars également. Donc, on va y aller aussi à travers ça. Aujourd'hui, naturellement, on devait commencer par l'incontournable Dogman. Donc aujourd'hui, ça va être ça, ça va être le Dogman. Donc comme toujours, la démarche reste la même, ouverture d'esprit, analyse critique, respect des témoins, respect des gens qui communiquent sur ce phénomène en disant qu'ils ont vu quelque chose, mais aussi vigilance face aux croyances faciles et au sensationnalisme que nous voyons tous sur YouTube, Rumble. On voit beaucoup de sensationnalisme autour de ce type de questions. Nous prendrons le temps également de comparer les faits, d'écouter vos commentaires et témoignages et de décider ensemble de la crédibilité ou non de chaque dossier. Parce que le but, c'est pas de donner mon avis moi personnel, c'est de partager ensemble et que on décide ou non si on estime que cette histoire ou ce cryptide est plus dans une phase de réalité ou de, euh, ou de fantasmagorie. Pour cette première, donc, comme je le disais, nous débutons fort. Ce sera le Dogman. Alors, le Dogman sera au cœur de notre route. Est-il un Roland antique? La résurgence d'un mythe universel du cynocéphale, un cousin mystérieux ou serait-il un cousin mystérieux du Sasquatch américain, ou le simple fruit de nos peurs projetées sur l'inconnu? Après le Dogman, nous élargirons un petit peu le débat autour du Dogman et nous regarderons également son plus proche parent, qui est le loup-garou, ce qu'on appelle en anglais le werewolf. Et est-ce que la science, la tradition et l'expérience contemporaine peuvent ou ne peuvent pas nous en dire quant à la comparaison ou la similitude, ou là où les similitudes qu'il peut y avoir entre le Dogman et le loup-garou? Donc comme d'habitude, nous continuerons avec faisons comme nous faisons d'habitude, cette introduction, mais nous continuerons avec un préambule et avec les différentes parties du préambule. Donc il y aura une partie 1 avec la revue de vos commentaires de l'épisode Missing 411, épisode 14, qui était l'analyse spirituelle du phénomène. En partie 2, nous regarderons, donc, nous pénétrerons sur le phénomène ou sur le mystère autour du Dogman, avec plusieurs chapitres. Premièrement, un premier chapitre avec les origines, les racines et histoire du Dogman à travers les civilisations. Chapitre 2, il y aura le Dogman moderne, de la légende urbaine au cas inexpliqué. Chapitre 3, quel lien ou différence entre Dogman et Werewolf, ou ce que l'on appelle le loup-garou? Et quel est également le niveau de preuve accumulé en le comparant avec le Sasquatch? Puis, naturellement, nous atteindrons le point de la conclusion du préambule. Puis, nous attaquerons les cas du jour. Dans les cas du jour, on regardera ce qui se rapproche le plus d'histoires crédibles. Donc, j'ai sélectionné 3 histoires que je ne connais pas naturellement moi-même, mais que j'ai étudiées. Je vous le relaterai l'histoire, ce qui nous donnera une base, euh, additionnelle pour pouvoir nous faire une idée. Comme vous le savez ici sur cette chaîne, la parole vous est donnée à travers les commentaires et les échanges que nous avons et nous utilisons cette chaîne comme un outil de partage.
Alors, approfondissons ensemble ce dossier et nous déciderons ensemble si ce cryptide nous semble réel. Proposez vos cas, éventuellement vos cas, vos sources, vos analyses, vos doutes. L'objectif ne sera jamais d'imposer une vérité, mais de nous questionner collectivement si nous estimons ce phénomène réel. Alors, chers amis, préparez-vous encore une fois à pénétrer ou à arpenter les forêts obscures et les légendes oubliées. Suivez-moi et entrons sans crainte, mais avec discernement, dans la traque des cryptides entre mythes, enquêtes et possibles réalités. Générique. Ok, chers amis, maintenant continuons sur la première partie du préambule pour la revue des questions et des commentaires sur l'épisode 14 qui était l'analyse spirituelle du phénomène. Alors, nous allons commencer avec Brume 2019 qui partage avec nous Bonjour Luc, cet épisode est une pépite, il y a tant à dire. Je relève votre phrase sublime dans la conclusion. Tout se joue à l'intérieur de nous. Nous sommes des entités spirituelles dans un corps physique. C'est la première fois que j'entends parler des grands blancs ou des tall white. En effet, on dirait des anges. J'aime beaucoup les anges. Le témoignage de Sandra P est extraordinaire. Alors, merci à vous ma chère pour le compliment concernant l'épisode. Cela me touche toujours autant d'avoir des compliments de personnes telles que vous. Donc effectivement, la définition des êtres humains ne se limite pas à sa dimension physique, sous la détermination de l'ADN et du code génétique, mais s'étend de manière plus large avec la définition de ce qui fait de nous des êtres absolument uniques et notamment notre dimension spirituelle. Ainsi, nous sommes des esprits spirituels enfermés dans des corps physiques sans que nous prenions réellement conscience de ce que nous sommes réellement. Okay. Et par rapport à la question des tall white, alors la manière de les définir, ce serait plutôt que on les appelle aussi les nordiques, parce qu'ils leur ressemblent à des Aryens ou à des Vikings. Et je pense effectivement que, par exemple, les nazis qui notamment parlaient d'une race supérieure qui serait grand, blonde, aux yeux bleus et autres, serait peut-être une référence avec les tall white, qui aurait peut-être eu des contacts avec les nazis. C'est une spéculation quelconque que je lance comme ça, mais qui pourrait avoir un écho notamment avec les études qu'ils faisaient sur l'antigravité. Je sais que les nazis faisaient des études sur l'antigravité qui pourraient avoir un lien avec les tall white. Donc effectivement, on dirait des anges. Est-ce que maintenant les anges sont tous d'un côté bénéfiques? Donc on a pu voir que non. Il y a eu notamment Satan qui était le chef des archanges et qui a chuté. Donc Satan que l'on appelait à l'origine Lucifer, donc l'étoile du matin, et qui a chuté. On a vu Samyaza qui était le leader des Watchers, qui a également, rameuté ses troupes pour aller fréquenter les femmes humaines et engendrer des êtres maléfiques comme les Néphilim. Et on voit un autre ange qui s'appelle Sariel, il me semble, qui est un ange qui aurait la capacité de tester en fait des humains et de
de leur suggérer des actions bénéfiques ou maléfiques et de voir quelle serait leur tentation. Donc on voit bien que les anges, la définition des anges est à la fois multiple et diverse, donc ce qui approche ça de manière, je veux dire, très similaire à ce que sont les humains par exemple. Passons maintenant aux commentaires de Franco Peduzzi, qui partage avec nous bonsoir et merci pour cette émission incroyable, vraiment bravo, quel travail de qualité, sincèrement, tant de sujets intéressants, tant de questionnements, il faudrait des heures pour pouvoir en débattre profondément, ces sujets sont d'une richesse incroyable, nous sommes très certainement des êtres de lumière pouvant s'incarner et voyager partout en vibrant dans différentes fréquences et nous ne sommes pas conscients, je pense, des capacités que nous possédons en tant que fractal du divin. Encore merci pour toutes les informations partagées sur la chaîne. Alors merci à vous Franco, merci de votre appréciation de l'épisode. Effectivement, nous avons brassé beaucoup de sujets connexes. Il est évident que la notion spirituelle qui nous définit est également liée aux différentes fréquences qui régissent l'univers et ses différentes composantes. Par exemple, il est évident que la manière dont la fréquence d'un être humain et la fréquence d'un ange, par exemple, ou d'un démon, serait naturellement différente. Et nous faisons effectivement partie du divin, tout comme la parole de Dieu nous l'enseigne, avec la notion comme quoi nous ferons l'humain à notre image. Donc à notre image, quelle image? C'est l'image spirituelle. Donc ce que nous sommes à l'image spirituelle de Dieu, mais en même temps nous sommes, on va dire, encastrés dans un corps physique. Okay. Et je crois que, en fait, jusqu'à maintenant, je pense que nous sommes vraiment dans une période de révélation. Vous le voyez actuellement, il y a plein de choses qui nous sont révélées sur les étrangetés de ce qui se passe dans le monde, sur Terre, mais également ce qui pourrait venir de l'extérieur. Et je crois que la race humaine avait perdu en fait sa lignée ou son chemin spirituel. Et il ne tient qu'à nous de reprendre la voie qui semble avoir été interrompue pour l'instant. Maintenant, Elisabeth Possiello, 1533. Merci, quel plaisir d'écouter tes vidéos intelligentes et documentées. Alors, merci à vous, Elisabeth. Merci infiniment pour votre appréciation. Toutefois, le but, encore une fois, de cette chaîne étant le partage. Je rappelle que ces vidéos ne reflètent que mon avis. Et je peux me tromper, avoir une mauvaise ou une fausse analyse qui n'appartient qu'à vous de corriger. C'est-à-dire que je peux faire une erreur, je peux vous induire dans une mauvaise analyse. Donc, si vous trouvez quelque chose qui soit erroné, sur lequel il y a une erreur, il faut le partager avec tout le monde, même avec moi, parce que ça permet à chacun de grandir, et puis ça nous permet de grandir ensemble au travers du partage des connaissances. Pantalia 0476, bonjour Luc, quel plaisir de vous retrouver grâce à vos partages toujours aussi passionnants. Alors, tout le plaisir est pour moi, encore une fois, vraiment, et chaque interaction avec chacun d'entre vous est grandement apprécié. Et vos commentaires, vos questions sont toujours extrêmement riches, donc je vous remercie tous et toutes pour cela. Thierry Carton, 81-51, à nouveau, ton travail est exceptionnel, tu abordes une multitude de connaissances anciennes et disparues à un point de vue très intéressant, ce sont les fréquences sonores exprimées en Hertz actuellement. J'attire ici ton attention sur les grottes de Barabar, en Inde. Le sujet est développé par la chaîne YouTube BAM. Merci encore pour ton approche intelligente. Alors, je vous remercie énormément pour le commentaire élogieux. Il est vrai que c'est un de mes traits particuliers. Hein. C'est notamment de chercher à la convergence entre différents éléments et d'avoir une collection de réponses qui permettent d'étayer un raisonnement. Donc, il n'y a pas de preuve tangible sur un élément, mais ce sont des éléments de convergence, des éléments qui vont nous permettre d'obtenir une réponse, une pseudo-réponse par rapport à un sujet. Malheureusement, nous n'avons aucune preuve définitivement tangible et définitive. Nous devons juste nous appuyer sur ce flot d'éléments qui, après tout, me semble plutôt convaincant. Dans le même temps, c'est vrai que j'avais suivi dans la définition des Vimanas, il y avait cette définition comme quoi le son était un moyen de générer des choses complexes. Notamment, il y a des fréquences de son qui permettent de générer des figures particulières et très complexes. Et il y a pas mal d'exemples qui existent. Je pense sur YouTube, on voit des gens qui utilisent une fréquence qui viendrait des textes hindouistes
Quand tu es dans cette fréquence-là, ça génère une image particulière quand vous mettez à proximité du sable, par exemple. Et bon, j'ai jamais fait le test, mais c'est vrai que cela existe. Maintenant, Jean-Luc Delorme, 6482. Alors, c'est un, c'est un commentaire très intéressant, il est assez long, mais je vais le partager et puis je vais y répondre. Je, je suis la chaîne depuis peu. J'adore la mentalité du conteur, les analyses, c'est top. Bref, même basé sur le travail de David Paulides, j'ai regardé la série de Missing 411 depuis le premier épisode. J'ai tout regardé, même plusieurs fois. Et vraiment, c'est un terrier de lapin. Plus on creuse et moins j'ai de certitude. Après, je suis d'accord, je pense que le gouvernement sait très bien ce qui se passe et ne divulgue pas la vérité au grand public pour, je pense, de mauvaises raisons. L'argent, bien sûr. Bref, il y a tellement de choses à dire que ça ne tient pas dans un post. Donc c'est vrai que quand on veut écrire de manière large sur YouTube, c'est assez difficile. Mais vous faites vraiment un bon travail avec une vision très différente de ce sujet, ce qui donne un super intérêt. Pour ce qui est de l'ésotérisme, quand on est croyant, c'est une pratique qui est interdite, qui revient du diable, à fuir. Euh, euh, J'espère que vous allez trouver un nouveau job, ça vous permettra de continuer quand même votre chaîne, car je le dis, travail formidable. Bref, merci beaucoup. Merci à vous Jean-Luc, votre commentaire est long mais très riche, je vais essayer d'y répondre point par point. Alors, il est vrai que David Paulides a ouvert un trou de lapin, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Plus nous creusons, plus on s'enfonce dans les méandres du sujet, et encore une fois, il faut agir avec discernement et analyse critique afin d'en comprendre le phénomène. Le phénomène est complexe, hein, c'est pas simple, donc il faut toujours agir avec un élément ou un pas de recul pour pouvoir observer les choses avec discernement. Pour moi, lorsque l'on observe le comportement du gouvernement quant aux disparitions inexpliquées de phénomènes UFO, UAP, on peut bien voir qu'un grand nombre de témoignages concernant ces disparitions existent. Toutefois, que fait le gouvernement? Il les fait taire. Donc, c'est parce qu'il est bien au courant de quelque chose. Quand vous faites taire quelque chose, c'est parce que la vérité vous dérange. Donc ils sont bien au courant du phénomène et ne communiquent absolument pas. Si l'on combine cela avec la théorie du traité de Gréada, eh bien un raisonnement peut naturellement prendre place et ainsi comprendre pourquoi le manque de communication du gouvernement. Parce qu'ils ont fait un accord où ils permettent, ils permettent aux extraterrestres ou à ces êtres interdimensionnels d'extirper les gens ou d'enlever les gens. Alors, pour moi, l'ésotérisme n'est pas satanique, car il permet d'avoir une lecture des signes et des symboles au-delà des textes de la parole de Dieu. Alors, l'ésotérisme existe dans la Torah, donc dans la Bible juive, dans la Bible chrétienne, ou dans le Coran, avec le soufisme, et permet d'avoir une lecture de ces éléments avec une dimension supplémentaire. Toutefois, vous avez raison, il faut être prudent et garder un esprit clair sur la raison pour laquelle nous étudions et nous approfondissons les aspects ésotériques. Et cela peut être dangereux en effet quand on ne sait pas où on va. Mais quand on regarde les choses de manière structurée, avec une envie de mieux comprendre, moi j'ai étudié l'ésotérisme et j'avoue que ça m'a beaucoup appris sur la parole de Dieu. Mais je ne suis jamais tombé dans le satanisme et autres, parce que je savais ce que j'y cherchais. Donc maintenant, Aymin, merci l'ami et mes salutations respectueuses. J'écoute attentivement, je t'envoie mes questions et mes ressentis personnels qui n'engagent que mes bizarreries. Concernant l'islam, les djinns sont présents parmi nous. Cela est dit et certifié. Il nous est interdit de les solliciter car un tas de conséquences que nous ne pouvons maîtriser sont possibles. En étant originaire d'un pays d'Afrique du Nord, nous avons une culture des êtres non humains et nous grandissons avec le fait qu'ils sont là pour nous nuire, mais aussi quelquefois pour nous prévenir et même parfois nous sauver d'un danger. J'ai déjà eu affaire moi-même à des phénomènes inexplicables et l'on apprend à ne pas y répondre et à ne rien faire pour aggraver ou provoquer ces entités. Bien sûr, comme tu l'as dit, il ne faut pas les associer à Dieu, et quand on sait que certains se servent d'eux afin de s'enrichir ou de réaliser leurs désirs, ils ne prennent pas la mesure du retour de bâton. Aymin. Au contraire, je ne pense pas que vos commentaires soient des bizarreries. Vous avez des questions et commentaires très originaux et pertinents. Les djinns sont pour moi des entités angéliques qui semblent être douées d'un libre arbitre particulier leur permettant d'agir pour le bien ou pour le mal. Alors pour expliquer,
en fait, dans la parole de Dieu, dans ce qui nous est expliqué dans le livre de Daniel, le livre d'Ésaïe, ou aussi j'ai retrouvé aussi des traces de cela dans le Coran, il y a différents niveaux d'anges. Parmi les anges, il y a les anges de bas niveau, ou les anges de moyen niveau, ne voient jamais Dieu, ne le voient jamais, je veux dire, spirituellement, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas, je veux dire, physiquement, si vous voulez. Ils entendent sa voix, ils entendent ses commandements dans le monde spirituel. Les seuls qui voient Dieu et qui sont à proximité de lui, ce sont les archanges. Les archanges, il y en a, je crois, une quinzaine, une vingtaine. Et tout le reste, la majorité des anges n'ont jamais vu Dieu. Ils agissent comme nous, à travers la foi de Dieu, parce qu'ils l'entendent, mais ils ne le voient pas. Okay? Et les anges sont soumis à une dévotion envers Dieu, comme nous sommes censés l'avoir. Okay? Et dans ce cadre-là, il y a des anges qui sont particuliers. Il y a l'ange que je disais, Samyaza, qui était le leader des Watchers, qui a chuté. Il y avait Lucifer, qui était l'étoile du matin, c'était vraiment le bras droit de Dieu, et qui a chuté également. Et il y a un ange qui s'appelle Samaël, alors qu'il a différents noms. On l'appelle Samaël, ou on l'appelle Sariel, par exemple, est un ange qui semble être capable du même libre arbitre dont semblent être capables les djinns. Ainsi, Samaël ou Sariel testent les humains afin d'évaluer leur tendance vers le bien ou vers le mal. L'être humain, pour moi, en fait, de ce point de vue-là, l'être humain a beau être conçu initialement à partir de l'esprit, il n'en demeure pas moins un être absolument unique et devrait rester, je veux dire, loin du monde spirituel, car il n'en fait pas partie réellement. Même s'il a une association spirituelle de par ce qui nous définit notre âme, et donc côtoyer le monde spirituel, ça risque donc un retour de flamme très grave. Parce que dans ce monde spirituel se côtoient différents types d'entités. Peut-être qu'il a d'autres entités que les anges, les démons ou les djinns. Peut-être qu'il en a d'autres. Et qu'on n'a pas idée de ce à quoi on peut faire face si on touche le monde spirituel. La preuve en est, c'est que les Ouija boards, qui sont les tables Ouija, sont interdites dans beaucoup de pays. Parce qu'on sait que si on touche au monde spirituel, il peut y avoir des conséquences extrêmement graves. Et il y a eu des accidents aux États-Unis et dans d'autres pays quand des jeunes enfants ou des jeunes adolescents ont touché à des Ouija boards. Donc voilà. Sabrina Dean, 76-69. Bonjour, perso, je pense qu'il y a eu plusieurs déluges planétaires, mais ceci n'engage que moi. Votre travail est incroyable. Alors merci beaucoup pour le commentaire et pour l'appréciation. Il est effectivement vrai que selon la parole de Dieu, il y a plusieurs types de déluges planétaires. Okay? Donc, il peut y avoir, comme je l'ai dit dans ma réponse sur YouTube, en effet, il faut voir à travers le déluge une punition divine de la transgression de l'humanité ou de la trahison de l'humanité envers Dieu. Alors, on peut prendre deux exemples. Et ce sont des exemples ésotériques. L'exemple de Sodome et Gomorrhe démontre à travers la punition qui est donnée avec le feu et le soufre qui va détruire la ville, une volonté d'éradiquer le mal de manière définitive et de n'en laisser aucune trace suite à la transgression donc des humains, morale, spirituelle et sexuelle qui avait lieu à Sodome et Gomorrhe. Donc c'est une transgression. Tandis que l'exemple du déluge nous montre une volonté du déluge avec l'eau, nous montre une volonté de laver la transgression humaine et angélique avec l'avènement des Néphilim. Et que cette souillure spirituelle et génétique devait être nettoyée afin de laisser place à un retour d'une humanité en ligne spirituelle avec sa nature initiale. Donc moi c'est comme ça que j'ai appris dans mes cours d'ésotérisme, c'est ce que j'ai appris sur la manière de lire certains symboles. Et effectivement, dans ce cadre-là, il peut y avoir plusieurs types de déluges planétaires en tant que tels. Et qui ont une définition à la fois, je vais dire, différente. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les commentaires. On va arrêter là pour les commentaires, on va passer à la deuxième partie du préambule. Donc chers amis, maintenant nous allons rentrer dans la deuxième partie du préambule, dans laquelle nous allons faire l'analyse du cryptide de type Dogman.
Afin d'aborder cette analyse du dogman, nous garderons les mêmes habitudes qui sont les nôtres et de nous plonger dans différents aspects afin de déterminer la réalité ou non d'un tel cryptide qui est quelque part le plus représentatif du phénomène appelé ce qu'on appelle généralement les cryptides. Ainsi, nous regarderons différents aspects nous permettant de distinguer la réalité de ce phénomène au travers des origines et mythologies du dogman. Quelle différence peut-on établir entre le dogman et le loup-garou? Quels sont les éléments permettant d'établir la réalité du dogman? Ok. Donc, différentes choses à voir. Il y aura en tout 4 chapitres, il me semble, et nous allons voir ça tranquillement. Alors, avant de commencer, nous allons tenter une définition des cryptides. Parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui est relativement récent, en fait. Le terme est apparu récemment. Donc, un cryptide est un animal ou une créature dont l'existence est supposée par certains témoignages ou indices, mais qui n'a jamais été confirmée par des preuves matérielles ou scientifiques objectives. Il peut s'agir aussi bien d'espèces inconnues de la science, comme le Yeti, le monstre du Loch Ness ou le Sasquatch, mais aussi bien que d'animaux que l'on croyait éteints ou d'espèces découvertes hors de la zone habituelle. Un exemple qu'on peut prendre, c'est le griffon, par exemple. Le griffon qui existe dans différentes mythologies, ou comme le dragon, par exemple. Le dragon qui n'a jamais été, qui reste encore une partie de la mythologie, qui peut s'apparenter à un cryptide, mais qui n'a jamais été confirmé comme ayant existé. L'étude des cryptides relève de la cryptozoologie, un domaine à la frontière de la science et du folklore, qui recueille témoignages, récits et indices, souvent considérés comme insuffisants par la communauté scientifique pour valider leur existence. Donc, par exemple, aujourd'hui, on considère que le Sasquatch se situerait entre les deux, en fait, entre la cryptozoologie et l'anthropologie. Parce qu'effectivement, on retrouve beaucoup de traces concernant le Sasquatch, mais beaucoup moins en ce qui concerne le dogman. Donc, on va voir ça ensemble. En résumé, en fait, un cryptide est un animal ou une créature légendaire dont l'existence n'a pas été scientifiquement prouvée, mais qui est rapportée à travers témoignages ou indices atypiques. Donc un indice atypique, c'est typiquement quand vous voyez l'empreinte au sol d'un Sasquatch, vous faites un cast avec du plâtre qui permet d'avoir une représentation de à échelle de la taille du pied, par exemple. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, chers amis, nous allons commencer avec le chapitre numéro 1, origine, racines et histoire du dogman à travers les civilisations et mythologies, à travers les siècles et les époques humaines. Alors, Antiquité, l'humanité face au mystère des cynocéphales. Le concept de dogman plonge ses racines bien avant le folklore moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui les dogmen. Dans la vaste tradition des cynocéphales, du grec kino, képhalos, à tête de chien, présent dans les mythologies d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Dans l'Égypte ancienne, des divinités majeures comme Anubis, Wep-Ouawet, Dua-Moutef apparaissent à corps humain, tête de canidé, souvent chien ou chacal. Anubis qui guide les âmes, lie le monde des humains et des morts et symbolise la frontière entre l'humain, le rituel et la sauvagerie du désert. Dans la Grèce antique et Rome, les Grecs croyaient que les cynocéphales vivaient en Inde ou en Libye, des créatures à la fois humaines et animales, douées de raison, mais incapables de parler, se contentant d'aboyer et de chasser. Pliny l'Ancien, Ctésias, Mégasthène et d'autres auteurs décrivent de véritables races de dog-headed men, donc d'hommes à tête de chien, parfois en guerre contre les humains ou jalousés pour leur force et leur férocité. En Inde, Chine et Asie centrale, des voyageurs antiques relatent avoir trouvé des tribus d'hommes-chiens au-delà des mondes connus, souvent associés à la magie, à la férocité sauvage ou à des capacités surnaturelles. En Chine, ces hommes-chiens sont liés aux tribus barbares des steppes ou constituent la figure idéale de l'ennemi extérieur que l'Empire repousse. Alors pour un exemple simple, les Huns qui ont conquis la Chine et qui ont aussi envahi une partie de l'Europe, sous l'époque d'Attila et donc plus tard, ils ont été représentés dans les textes chinois et sont représentés comme des hommes à tête de chien pour représenter le côté barbare et le côté repoussant en fait de leur représentation physique. Et ce qui motivera naturellement à la création aussi de
de la muraille de Chine. Art préhistorique et chamanisme. La représentation de créatures humanoïdes à tête de canidés se retrouve jusque dans l'art préhistorique. D'impressionnants pétroglyphes du néolithique, donc 10 000 ans avant aujourd'hui. Donc il faut comprendre que le Younger Dryas, le phénomène qui amènera le déluge, intervient 12 800, 12 900 avant Jésus-Christ. Et donc 3000 ans plus tard, on a retrouvé donc en Libye des pétroglyphes qui semblaient représenter des êtres bipèdes au visage canin, chassant de grandes proies comme le buffle ou l'éléphant, certains debout en position de force sur le reste du groupe, comme s'il y avait des leaders avec des têtes de chien et les autres marchaient à quatre pattes. De nombreux chercheurs estiment qu'il s'agissait peut-être de chamans utilisant des masques, incarnant la fusion entre humains et grands prédateurs ou invoquant le pouvoir animal au sein du collectif humain. Maintenant, Moyen-Âge et Europe chrétienne. Au fil des siècles, le mythe transcende la simple tradition orale pour investir textes religieux et bestiaires. Des saints comme Christophe, parfois représentés comme cynocéphales dans les premiers manuscrits chrétiens, exhibent le lien ambivalent entre le barbare et la sainteté, la puissance extérieure et la spiritualité et la limite de l'humain. Les récits byzantins, arabes et médiévaux, comme ceux de Marco Polo, Mandeville, parlent d'archipels ou de terres lointaines habitées par des peuples à tête de chien, souvent autres, liminaires, objets de fascination mais aussi d'effroi ou de réprobation morale. Alors ici, il faut voir la présence ou l'influence de l'Église catholique qui, pour définir que les contrées lointaines sont barbares et non évoluées, on fait dire que comme les contrées lointaines, le catholicisme n'y est pas présent, ce sont des barbares et donc des hommes avec une mutation homme-chien. Dans la tradition autochtone, Amérique et monde sibérien, chez de nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord, comme les Ojibwe, les Déné, les Gwich'in, Dogribs, Cris et autres, des légendes racontent l'union surnaturelle, je dis bien surnaturelle, entre femmes humaines et dogmen, parfois appelés loups-garous, ou bien wildmen, ou bien esprits chiens, donnant naissance à des lignées intermédiaires capables de naviguer entre les mondes, humain, animal et esprit. Ça fait beaucoup penser au Sasquatch en réalité. Les mythologies de l'Alaska et du Grand Nord parlent de nations ou de sorciers capables de se transformer en chien ou en loup, suggérant des origines asiatiques profondes, notamment avec le pont de Bering et la migration depuis la Sibérie. Donc on sait aujourd'hui que beaucoup de la migration qui a permis la création des tribus amérindiennes, ce serait passer passer le pont de Bering qui reliait en fait l'Alaska. En fait, c'est un ensemble en fait qui reliait la Sibérie, l'Alaska et puis le reste de l'Amérique du Nord. Et de l'autre côté, il y avait un pont qui menait directement à l'Asie. Dans les traditions esquimaux ou amérindiennes, la dualité humain-animal sert à transmettre des messages de prudence, de respect du territoire et de l'invisible. On revient souvent sur l'invisible. Maintenant, quand on avance dans le temps, Renaissance, âge rationaliste et folklore moderne. Au fur et à mesure que l'ère moderne s'installe, alors il faut expliquer ce qu'est l'ère moderne. La manière dont scindent les époques de l'humanité, on commence avec l'Antiquité avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, environ 400 après Jésus-Christ, vient ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est un recul technologique, un recul dans les connaissances, mais qui va durer pendant plus de 1000 ans. Donc on parle de 400 quelque chose après Jésus-Christ, donc environ à la fin de l'Empire romain d'Occident, et jusqu'au 15e siècle, jusqu'à à peu près l'invention faite de l'imprimerie avec Gutenberg. Donc c'est là où on passe dans une époque nouvelle qu'on appelle la Renaissance. Donc pourquoi on appelle ça la Renaissance? C'est le retour au classicisme. Donc on retourne à la connaissance qui était celle de l'Antiquité, et on appelle cette période-là, notamment en Italie, le Quattrocento. Okay, et donc cette période-là va continuer jusqu'à pendant environ 300-400 ans, jusqu'à la Révolution française et la Révolution américaine. Okay, Révolution américaine qui est 1789
1768, il me semble, et la Révolution française en 1789. Donc, c'est là où on va passer à l'époque contemporaine. Donc, cette période-là qu'on appelle la Renaissance, c'est l'époque moderne. Ok. Et donc l'époque moderne s'installe. Et par ailleurs, nous sommes toujours dans l'époque contemporaine hein, qui a commencé avec la révolution américaine et la révolution française. Donc, au fur et à mesure que l'ère moderne s'installe, le mythe se fond. En Europe, le dogmen fusionne progressivement avec la figure du loup-garou, loup anthropomorphe, mais reste distinct dans certains contes bretons, slaves ou germaniques. On retrouve notamment la figure du dogmen en liaison avec la bête du Gévaudan. Donc la bête du Gévaudan qui est on va dire, dans le centre de la France. Je sais plus exactement où, si c'est les Vosges ou quelque chose comme ça. Et en fait, la figure de la bête du Gévaudan était associée avec le loup, mais aussi, a été aussi associée avec l'image du dogmen. Les explorateurs découvrent notamment la Nouvelle-France, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, la Sibérie ou les Amériques, qui constatent la permanence de ces histoires chez toutes les cultures rencontrées. Avec la sécularisation, donc le recul de la religion, donc ce qui est à peu près, on va dire, la constitution civile du clergé, donc ça veut dire 1795, la figure cynocéphale devient littéraire, mais elle renaîtra de façon spectaculaire dans le folklore contemporain des Amériques, dogmen du Michigan, cryptide canin et histoire d'attaque. Ok. Maintenant, le dogmen moderne. En fait, il est une synthèse et une perception contemporaine. La vague contemporaine commence dans le Michigan dans les années 1980. Le Michigan, c'est Chicago, Détroit. Okay. Et s'appuie, notamment cette vague contemporaine du dogmen dans le Michigan, s'appuie sur des bases millénaires. Les descriptions modernes croisent souvent les légendes autochtones, la foi populaire européenne, donc notamment les loups-garous, les gardiens de lieux sacrés, et peur liée à la sauvagerie du territoire. Il est systématiquement attribué une taille gigantesque, une force surhumaine, une intelligence rusée, parfois des capacités surnaturelles, disparition instantanée. Mimétisme, guardianship des lieux. Non, guardianship, ça veut dire qu'il est gardien des lieux. Donc c'est comme si la même représentation que l'on aurait avec le Sasquatch est associée en fait avec le dogman. Donc, disparition instantanée, mimétisme. Donc le mimétisme, ça veut dire qu'il copie en fait ce que font d'autres humains. Okay. Donc quand vous le regardez, vous bougez la tête à gauche, il va faire pareil. C'est ce que souvent, la manière dont on décrit le Sasquatch ou le comportement des Sasquatch quand ils voient un humain. Le dogmen incarne l'archétype de la créature liminale, ni tout à fait animal, ni tout à fait humain, à la fois gardien, prédateur et un pont entre les mondes de l'invisible et du visible. Encore une fois, on retombe sur les mêmes choses. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'histoire du dogmen, loin de s'y limiter à l'Ouest américain ou au mythe cryptozoologique contemporain, appartient plus à une histoire universelle du rapport humain à l'animalité, à l'autre radical et à la frontière ténue entre nature, surnaturel et humanité. Cette figure accompagne l'humanité depuis ses origines, reflet de nos peurs ancestrales, miroir de nos valeurs, et pour certains, témoin d'une réalité toujours à dévoiler. Donc comme si c'était un mystère qui n'est pas finalement suffisamment étayé, qui demande des preuves additionnelles. Alors, chers amis, maintenant nous allons attaquer le chapitre 2, le dogmen moderne de la légende urbaine au cas inexpliqué. Alors nous avons pu voir, quand nous avons fini le chapitre 1, nous avons pu voir que il y a dans les ères précédentes des civilisations humaines, donc on a pu voir dans l'époque moderne, au Moyen-Âge et à l'Antiquité, que effectivement la construction du dogmen, l'idée du dogmen, était construite avec une logique, je veux dire, intéressante dans le sens où on a pu voir en Chine la logique que les envahisseurs de l'extérieur, comme les gens qui venaient des steppes, donc les Huns, étaient définis comme des personnes non humaines avec une sorte de bestialité. Et afin de se protéger de cela, ça a pu créer une motivation pour la Chine de créer cette muraille. Ok.
ok, la fameuse muraille de Chine. Ok. Donc cette construction logique a une forme de consistance. Tout comme on a pu voir avec Marco Polo, l'a vu que les régions distantes, n'étant pas catholiques ou chrétiennes, pouvaient avoir une complexité ou une bestialité liée aux contrées lointaines. On peut voir aussi cette approche comme quoi, en fait, les régions inconnues peuvent, je veux dire, générer des entités particulièrement étranges. Donc, on voyait cette liaison avec les régions inconnues. Maintenant, quelle est la naissance et la construction du mythe moderne du dogmen? Le dogmen, auparavant simple écho d'antiques récits cynocéphales, devient un phénomène reconnu de la cryptozoologie moderne à partir des années 1980. Donc c'est fin des années 70, commence à y avoir des témoignages, mais également la popularité du dogmen explose avec The Legend. The Legend est une chanson diffusée à la radio par Steve Cook dans le Michigan en 1987. À la surprise de l'auteur lui-même, cette fiction musicale inspire une avalanche de témoignages d'auditeurs, certains évoquant des rencontres personnelles ou familiales antérieures à la chanson. Donc, dans les années 70, il y a une résurgence de témoignages de gens qui ont vu quelque chose. Okay. Alors, est-ce que c'est Sasquatch? Est-ce que c'est Dogman? Donc, il y a apparemment en tirant avantage de la chanson, les gens font une fixation sur le dogmen. Donc le dogmen s'impose donc comme une créature de la mémoire collective régionale, du Michigan spécifiquement. Il révèle un réseau de récits anciens, souvent moqués jusqu'alors. Parce qu'effectivement, les gens, suite à la chanson, ont senti une libération de la parole. Alors qu'avant ça, les gens n'osaient pas en parler. De peur du ridicule, tout simplement. Alors quelle est la distribution géographique et échos mondiaux? Alors aux États-Unis, le dogmen est vu dans différents coins des États-Unis. Donc le Midwest, le Michigan, le Wisconsin, le Kentucky, le Texas et la Floride. Okay. Il y a d'autres États, notamment au nord de la Californie par exemple. Et ce sont des clusters de récits qui sont fréquents et près des forêts épaisses, des marécages, des routes peu fréquentées. Exactement ce qui se passe avec le Sasquatch. Alors au Canada, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la Colombie-Britannique rapportent des histoires similaires, parfois liées au folklore autochtone ou au loup-garou canadien. Alors effectivement, le folklore autour du dogmen n'est pas excessivement présent. Par contre, la logique du werewolf est extrêmement présente au Canada. Europe et Océanie, émergence récente de cas sur le modèle américain, mais souvent confondus avec les anciens mythes du loup-garou traditionnel ou des démons du bois. Et effectivement, la logique du loup-garou vient de l'Europe de l'Est, est souvent associée à la figure de Vlad Dracul ou Dracula, donc cette personne qui était roumaine et qui avait lutté contre l'Empire ottoman et qui utilisait largement l'idée de transpercer les gens ou d'empaler les gens en fait. Et donc on a associé la figure de Dracula à une forme de logique paranormale qui va donner avec le livre de Bram Stoker, Dracula, et qui va aussi s'étendre à une logique beaucoup plus basée sur le loup-garou qui viendrait de l'Europe de l'Est. Donc on voit bien que la globalisation du phénomène s'accélère avec Internet, les forums spécialisés, podcasts, vidéos de témoignages et médias alternatifs qui démultiplient la portée des récits et structurent une nouvelle, on va dire, histoire orale numérique. Donc avant il y avait la tradition orale où la connaissance passait par les plus anciens, et aujourd'hui on a une histoire orale qui passe par le numérique. Ok. Et effectivement, moi c'est pour ça que je ne connais pas énormément de choses sur le dogmen, parce que c'est un phénomène récent. Par contre, il y a beaucoup plus de choses sur le loup-garou. Okay. Mais on y reviendra, c'est cette comparaison entre le dogmen et le loup-garou. Okay. Donc quel est le portrait robot de la créature? Le dogmen est décrit comme un être bipède et massif, environ 2 mètres de haut, à la musculature très développée, entièrement couvert de poils. Il est, en fait, en termes de comparaison, il est sensiblement moins grand que le Sasquatch. Okay. Mais il est moins massif, mais il est
très très musclé. Et puis il y a eu un témoignage, peut-être que je relaterai peut-être dans les cas du jour, où une personne a subi une attaque et a relaté l'attaque avec des preuves physiques de griffures et autres. Okay. Donc il est souvent représenté avec une tête de loup ou de chien, parfois un croisement avec le babouin, museau allongé, yeux phosphorescents et dents proéminentes. Alors moi je suis plus au courant de la tête de loup que de la tête de chien. C'est moi personnellement, mais peut-être je me trompe. Capacité de se déplacer aussi bien à quatre pattes que debout. Certains récits évoquent une intelligence très supérieure à celle d'un animal sauvage, et il semble reconnaître les humains, il semble reconnaître les armes également. Souvent associé à des sensations de malveillance, d'oppression, voire à des phénomènes paranormaux, avec une odeur nauséabonde, des silences soudains de la faune et dysfonctionnements électroniques. Donc des dysfonctionnements, encore une fois, électromagnétiques. De l'observation familiale à la rencontre traumatisante. Alors, il faut dire que les témoignages se répartissent en plusieurs catégories. Premièrement, il y a la rencontre furtive. La créature observée traverse une route déserte, s'arrête dans la lumière des phares, et puis fuit à grande vitesse ou grimpe en un éclair une pente abrupte. Puis il y a l'affrontement direct. Des témoins, souvent en voiture ou autour d'un domicile isolé, rapportent des comportements d'intimidation, hurlements proches, ou même parler, griffures profondes sur la carrosserie, attaques de bétail ou de chiens domestiques. Et il y a des cas de suivi ou d'harcèlement. Au moins une dizaine de récits, notamment dans Dogman Encounters Radio, font état de poursuites au long cours, en forêt ou en zone rurale, avec vérification d'empreintes inhabituelles ou détérioration matérielle. Alors, les cas célèbres, il y en a plusieurs. Et c'est des histoires structurantes du phénomène. Alors, il y a le Dogman du Michigan, à Wexford County, 1887, puis 1938 et les années 1980, mais également récemment en 2025, bûcherons, policiers, chasseurs retrouvent des empreintes de pas, entendent des cris ou voient la créature se dresser sur deux pattes pour disparaître dans les bois. Beast of Bray Road, Wisconsin, année 1980-1990. Il y a eu des attaques de véhicules, mutilations animales inexpliquées, des récits d'observations effrayantes qui forgent la légende du Dogman dans le Midwest. Linda Godfrey documente plus de 50 témoignages. Okay. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de la fabulation, mais il ne peut pas y avoir que de la fabulation sur 50 témoignages. Land Between the Lakes, dans le Kentucky et dans le Tennessee. Récit viral d'un massacre mystérieux de campeurs dans les années 1980, attribué au Dogman, même si aucune source policière ne l'atteste. Alors, c'est comme la même situation que quand il y a une disparition ou quelqu'un qui est attaqué, dès qu'on mentionne les termes OVNI, donc UFO, UAP, Sasquatch, Bigfoot, ou bien Dogman, vous passez pour un fou et on étouffe l'affaire. Alors, on étouffe l'affaire, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est en relation avec le Dogman est vrai? Je ne sais pas. Je dis juste qu'on étouffe l'affaire, de manière systématique. Alors maintenant, entre explication rationnelle et frisson surnaturel. Alors, il y a différentes pistes. Il y a premièrement la piste zoologique. Confusion avec de grands canidés malades, ours noirs se dressant brièvement, illusion d'optique ou erreur de perception amplifiée par la peur nocturne. Effectivement, dans l'ADN humain, je pense que dans l'origine de l'humanité, je pense que la nuit, loin de la lumière ou loin du feu de camp, fait peur de manière naturelle. Il y a une peur, je peux dire, ancestrale, liée à la nuit. Donc à partir du moment où il y a la nuit qui s'installe, il y a des peurs et il y a naturellement une tentative d'interpréter certaines choses liées à la nuit. Okay. Il y a aussi des facteurs socio-culturels. Contamination du folklore local par l'imaginaire américain du loup-garou, amplifié par Hollywood et les réseaux sociaux.
La vague Dogmen ressemble parfois à une projection contemporaine des mythes anciens et des angoisses rurales. Théorie alternative, certains chercheurs avancent des théories surnaturelles, entités interdimensionnelles, encore une fois, gardiens de portails ou phénomènes liés au phénomène fort du paranormal, comme le Skinwalker Ranch. Donc au Skinwalker Ranch, par exemple, il y a eu beaucoup d'observations de Dogmen. Okay. Et de plusieurs sortes d'ailleurs. On a répertorié des observations de loups-garous, mais également de dogmen, avec une tête de chien. Donc, quand je l'avais mentionné à plusieurs reprises, qu'il y a eu des observations d'hommes à tête de chien qui fumaient une cigarette. Okay. Et quand je dis ça, les gens pensent que c'est une affabulation. Mais ça a été reporté par de nombreuses personnes qui ont vu dans le Skinwalker Ranch des hommes avec un imperméable jaune, une tête de chien qui fumait des cigarettes. Et ils étaient plusieurs. Et c'était lié vraiment à la logique Dogmen. Mais on a vu aussi des entités type loup-garou. Et qui apparemment attaquaient aussi donc le bétail. Alors, maintenant, preuves matérielles ou leur absence. Il y a de rares indices matériels. Faut être clair. Il y a beaucoup de témoignages, mais il y a peu d'indices matériels. Quelques empreintes inhabituelles. Griffes. Il y a des preuves de bipédie, où on trouve des traces de pas qui démontrent qu'une entité bipède était là. Il y a des poils foncés qui sont retrouvés, photographies ou vidéos très floues, pas très claires, absence d'échantillons d'ADN exploitables à ce jour, et récits de blessures chez les animaux, dégradation constatée, mais jamais attribuable formellement. Ce qui est très différent des Sasquatch et des Bigfoot. On retrouve des preuves matérielles, et des preuves matérielles, il y en a de nombreuses preuves, avec des éléments, avec des échantillons d'ADN, notamment. Enjeu actuel, entre scepticisme et fascination. Communauté d'enquête, groupes comme le North American Dogman Project ou des podcasts spécialisés collectent des témoignages et tentent de poser une méthodologie d'enquête ou de clarification des preuves ou des éléments matériels. Il y a aussi les sceptiques, qui insistent sur l'absence de preuves dures, le rôle de la suggestion et la difficulté à distinguer dogmen des mythes précités, donc des mythes anciens. Moi, je pourrais le dire, personnellement, je ne crois pas aux dogmen. Personnellement. Parce qu'il n'y a pas de preuves physiques. Parce que pour moi, c'est plus des peurs liées à des croyances ancestrales. Mais je ne crois pas aux dogmen. Fascination persistante, le dogmen fonctionne comme miroir de nos peurs, c'est ce que moi je pense, une incarnation moderne de l'inconnu sauvage, mais aussi une source d'histoire collective où l'enquête, l'imaginaire et le doute se croisent sans jamais se résoudre. Alors effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il y a un manque de corrélation entre les témoignages et les preuves physiques, même il peut y avoir des éléments qui peuvent apporter une forme de doute raisonnable face à la réalité de ce phénomène. Ainsi, le dogman contemporain, à la frontière entre légende urbaine, cas inexpliqués et énigmes persistantes, reste l'un des cryptides les plus intrigants du XXIe siècle. Ni tout à fait surnaturel, ni tout à fait zoologique, mais résolument enraciné dans la psyché humaine moderne. Et je pense que tout ça est lié aux légendes mythologiques et ancestrales des différentes civilisations qui ont émergé, sur Terre, et qui ont gardé une trace dans la tradition orale, mais également, j'imagine, dans les livres, dans les films, ou dans la documentation plus moderne, okay, ce que l'on retrouve notamment sur Internet. Donc maintenant, nous allons passer au chapitre 3, Dogmen contre loup-garou. Alors, maintenant, chers amis, nous allons passer au chapitre 3, Dogmen contre le loup-garou. Deux figures distinctes. Alors, origine et transformation. Le dogmen est généralement décrit comme une créature binaire. Il est un être à part entière, jamais un humain métaforme. Okay. Contrairement au loup-garou, il ne naît pas d'une malédiction ni d'un rituel de transformation. Il s'agit d'une créature qui ressemble à un homme-loup et dont l'existence est indépendante de toute connexion humaine préalable. Le loup-garou, en revanche, est avant tout un humain, victime d'une malédiction qui le condamne à basculer périodiquement dans une forme lupine, souvent dangereuse pour son entourage.
mais également pour les passants et autres. Nature et comportement. Les textes et témoignages distinguent un dogmen plutôt agressif et territorial, doté d'une intelligence supérieure à celle de l'animal, mais généralement hostile aux humains. Il serait venu pour rester farouchement dans l'ombre des bois profonds, parfois liés à des événements ou lieux à forte charge symbolique. Le loup-garou, en tant que symptôme d'une humanité en lutte avec sa part intérieure animale, est souvent dépeint comme un être déchiré, alternant entre moments d'humanité et scènes de fureur sauvage, incontrôlable, sa brutalité découlant de la transformation du corps et de l'esprit. Alors, quelles sont les représentations culturelles et mythologiques? Les dogmen présentent une longue lignée de figures proches dans les mythes antiques du monde ancien, notamment les hommes à tête de chien, donc cynocéphales, de l'Égypte antique, des traditions gréco-romaines et asiatiques, où la frontière homme-animal s'explore dans une multiplicité d'interprétations spirituelles, chamaniques et guerrières. Le loup-garou, quant à lui, est largement lié aux traditions folkloriques médiévales européennes. Comme je le disais, ça vient plutôt d'Europe de l'Est. Okay, enraciné dans la peur de l'animalité, la sorcellerie et la métaphore psychologique à la perte du contrôle, souvent étroitement liée à la littérature, à la superstition et aux rituels anciens. Moi, de ce que je sais, c'est que le loup-garou serait largement tiré de la connexion qui a été faite entre Vlad Dracul et Dracula à travers le livre de Bram Stoker, et qu'on a on a élargi le phénomène de Dracula et des vampires vers une logique de transformation de l'humanité vers un être qui serait qui trouverait sa bestialité intérieure. Sa bestialité intérieure se transformerait en loup-garou suite à une malédiction. Comme celle de Dracula, qui serait manipulé par un démon, qui lui ferait boire quelque chose, et aux limites de la mort, il se retransformerait en vampire. Donc je pense que c'est dans ce lien-là qu'on le retrouve. Et c'est moi l'analyse que j'ai pu en tirer du loup-garou en ayant étudié le phénomène dans le passé. Maintenant, apparition dans les récits modernes. Le dogmen moderne est souvent considéré comme une créature cryptozoologique aux présences furtives et réelles selon une partie des témoins, mais manquant encore de preuves biologiques solides. Ça, il faut dire la vérité. Il n'y a pas de preuves vraiment solides. Le Sasquatch, le Bigfoot, c'est une histoire totalement différente, parce qu'il y a des preuves solides. Et dans toutes les civilisations, il y a le même récit par rapport au Sasquatch, ou ce qu'on appelle le Bigfoot également. Alors que dans le dogmen, c'est une histoire totalement différente. La logique du dogmen moderne n'a à peine peu de choses à voir avec les mythes anciens. C'est ça la vérité. Donc, le loup-garou est une figure plus, on va dire, filmique et littéraire, omniprésente dans la pop culture et la mythologie moderne, fréquemment associée à des interprétations symboliques et ésotériques de la violence et de la dualité humaine. Donc, en fait, le loup-garou, quand on le voit, il est un petit peu une image ésotérique de la bestialité et de la méchanceté qui est humaine. Donc, comme je le disais à plusieurs occasions, la capacité de l'être humain à faire du bien est infinie, et sa capacité à faire du mal est aussi infinie. Donc, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ce qui s'est passé dans le passé, durant les guerres. On voit bien que la bestialité humaine est infinie. Maintenant, quelles sont les convergences dans les mythologies anciennes? Il existe avant tout une convergence thématique. Ok, les deux, donc loup-garou et dogmen, incarnent la fusion et la tension entre l'humain et l'animal, souvent avec une dimension de frontière instable entre les mondes du visible et de l'invisible. Donc on parle de choses qui sont liées au surnaturel, donc au spirituel. Tous deux manifestent la peur du prédateur intérieur, une métaphore du sauvage et du dangereux, mais aussi le respect pour des forces hors du commun. Alors quand on dit des forces hors du commun, on touche naturellement à la spiritualité, à la démonologie, où on voit que ce sont des forces spirituelles que l'être humain ne maîtrise pas, ou ne maîtrise plus. Dans plusieurs cultures antiques, les humanoïdes à tête de chien apparentés aux dogmen sont autant empreintes de crainte que de sagesse, souvent en fait gardiens du seuil entre vie et mort, homme et animal. Les loups-garous dans les mythes gréco-romains, celtiques ou slaves
prolongeait ce questionnement sous forme dramatique et morale. La nature de l'homme, pris dans son animalité, dans son lien au divin, à la nature et à la malédiction qui en découle. Okay. Malgré leurs différences fonctionnelles et narratives, les deux figures reflètent un archétype universel, la coexistence instable et mystérieuse entre l'humanité et la bête, entre le monde tangible et les forces invisibles, avec à la clé la notion de transition, d'altérité et d'évolution. Cette double racine mythique témoigne d'une longue histoire culturelle et psychologique ancrée dans notre imaginaire collectif, mais également dans nos mythologies ancestrales. En somme, je dirais que, en fait, en faisant cette recherche sur le dogman et la comparaison entre les deux, je dirais que le dogman et le loup-garou sont apparentés, mais distincts en réalité. Moi, je veux dire, avant de creuser vraiment le sujet du dogman, je pensais vraiment que le dogman, c'était le loup-garou, en fait. Moi, de la manière dont on décrit le dogman, on me décrivait le loup-garou. Sauf que, apparemment, c'est vraiment une logique distincte. L'un est généralement perçu comme une créature autonome, tandis que l'autre figure un humain transformé. En fait, le dogman n'a pas de logique de transformation, de ce que je comprends. Alors que le loup-garou, c'est le cas, une transformation d'un humain par une malédiction spirituelle ou démoniaque. Okay. Leur convergence mythologique révèle les inquiétudes humaines face à la nature sauvage et aux limites de l'identité. De l'identité de qui nous sommes. En fait, nous sommes toujours dans le même questionnement. Qui sommes-nous réellement? Les êtres humains essayent de déterminer le surnaturel et le paranormal en essayant de trouver des réponses par rapport à ce que nous sommes. Ce questionnement de cette dualité entre la spiritualité et l'humanité est un questionnement infini. Et nous cherchons des réponses ailleurs pour trouver des réponses pour nous-mêmes. Ces récits anciens et modernes enrichissent les frontières mystérieuses du bestiaire cryptozoologique et des légendes, naturellement. Donc maintenant, nous allons passer au chapitre 4. Quelles sont les preuves physiques et témoignages? Alors, maintenant, attaquons le chapitre 4. Dogman, quelles sont les preuves physiques et les témoignages? Contrairement au Sasquatch, pour lequel une multitude d'empreintes, poils et témoignages, et aussi récupération d'éléments chargés d'ADN ont été documentés et récupérés, et puis avec un nombre de témoignages largement documentés depuis plusieurs décennies. Le dogman ne bénéficie pas encore de preuves biologiques irréfutables. Le plus souvent, ces rapports reposent sur des observations directes, souvent nocturnes, d'une créature bipède à tête canine, décrite comme massive et dotée d'une intelligence inquiétante. Certains chercheurs pointent vers des empreintes atypiques, attribuées au dogman, avec des formes souvent différentes des empreintes de Sasquatch, parfois à 3 doigts, avec griffes acérées ou aux proportions déformées. Mais ces traces n'ont toujours pas fait l'objet d'une validation scientifique formelle. L'incident du film de Gable Film, une courte séquence montrant un être étrange marchant à proximité d'un cours d'eau, est souvent citée comme une preuve vidéo majeure pour le dogman. Pourtant, l'image reste trop floue pour une conclusion définitive, tout comme plusieurs autres vidéos de qualité médiocre. Comparaison avec le Sasquatch. Sur le plan descriptif, Sasquatch ou Bigfoot est généralement décrit comme une créature massive, bipède, couverte de poils sombres, mais avec un visage humain et sans traits canins marqués. L'apparence reste proche d'un primate géant inconnu, voire d'une espèce humaine ou d'une espèce humaine cousine non répertoriée. Le dogman en revanche arbore une tête de chien ou de loup avec parfois des proportions étranges, avec des yeux luminescents, museau allongé et un comportement potentiellement plus agressif et territorial que le Sasquatch. Même si avec le Sasquatch, on a vu plusieurs témoignages avec des meurtres et des mutilations importantes. Et avec une logique territoriale aussi très importante. Le dogman semble aussi présenter des aptitudes différentes comme la capacité de combiner déplacement à 4 pattes et bipède, alors que le Sasquatch est uniquement bipède. Sur le plan des interactions, le Sasquatch paraît souvent plus fuyant,
tandis que Dogman est parfois rapporté comme plus imposant et même hostile dans certains cas, provoquant des confrontations directes avec des témoins ou des animaux domestiques. Maintenant, analyse génétique et preuves tangibles. Jusqu'à présent, aucun échantillon biologique attribuable au Dogman, cheveux, poils, sang, ADN environnemental n'a passé les tests d'analyse avec un résultat concluant. Dans plusieurs cas où des corps d'animaux inhabituels ont été retrouvés, les analyses ont souvent révélé des hybrides ou des formes connues comme loup, coyote ou chien, ou bien le croisement entre le loup et le coyote, alimentant donc le scepticisme par rapport à la véracité de ce que serait le Dogman. Pour le Sasquatch, bien que les preuves directes restent extraordinaires, plusieurs analyses génétiques sur les poils et traces, parfois inexpliquées, continuent d'alimenter la recherche sans pour autant apporter une preuve définitive à ce jour. Alors moi, ce que je suspecte, c'est que avec le Sasquatch, il y a beaucoup de preuves, mais que les résultats restent cachés et la vérité n'est pas divulguée au public. Maintenant, quels sont les cas marquants et témoignages probants? Des cas comme celui de la route Bray Road dans le Wisconsin ou encore incidents au Michigan depuis le 19e siècle font partie des plus documentés, avec témoignages d'enseignants, policiers, chauffeurs de camions et chasseurs ayant vécu des rencontres effrayantes mais crédibles. Ces récits détaillent les habitudes, la présence dans des territoires forestiers reculés et la sociabilité ou l'antagonisme de ces créatures. Des enquêtes récentes suggèrent la cohabitation de Sasquatch et Dogman dans certaines régions forestières comme une possibilité. Plusieurs témoignages évoquent des affrontements ou une interaction entre ces deux cryptides, montrant qu'ils pourraient occuper des niches écologiques différentes ou complémentaires. Donc au final, le Dogman reste enveloppé d'un voile épais de mystère. À l'heure actuelle, ces preuves matérielles sont faibles en comparaison avec celles accumulées autour du Sasquatch. Mais son envahissement culturel et la persistance de récits crédibles imposent le respect et une démarche scientifique rigoureuse et curieuse. C'est-à-dire ne jamais rejeter complètement, garder une approche interrogative. Son étude offre une piste complémentaire à la cryptozoologie classique, celle d'un cryptide plus sauvage, plus énigmatique à plusieurs égards, probablement ancré dans les racines les plus archaïques de la tradition humaine, mais aussi dans le folklore urbain et les récits contemporains. La concurrence ou la cohabitation Dogman-Sasquatch illustre bien les défis de la recherche moderne face à des entités à la fois visibles et insaisissables. Entre mythe et possible réalité, le secret reste ouvert, invitant chacun à poursuivre la quête avec curiosité et rigueur. Alors, chers amis, nous avons atteint la fin du préambule, donc je vais m'essayer à une conclusion du préambule pour l'instant, avant de passer au cas du jour. Donc, après avoir exploré les origines anciennes et les racines mythologiques du Dogman, ainsi que son incarnation moderne à travers les légendes urbaines et les témoignages récents, il apparaît clairement que cette créature occupe une place singulière dans le bestiaire cryptozoologique contemporain. Si le Dogman s'appuie sur une mémoire ancestrale, celle des cynocéphales, figurant dans les mythologies du monde, sa popularisation récente trouve une dynamique forte dans les récits du Midwest américain et au-delà. Néanmoins, malgré les nombreux témoignages cohérents et les cas marquants qui ne doivent jamais être balayés d'un revers de main, la preuve matérielle, biologique et scientifique fait encore défaut pour asseoir définitivement l'existence de ce cryptide. Comparé au Sasquatch, dont les indices physiques sont plus nombreux, le Dogman reste une énigme plus insaisissable, plongeant le chercheur dans une discrétion et une inquiétude propre aux créatures des marges, aux frontières ténues entre nature et mythe. Cette absence de certitude invite à une démarche d'enquête rigoureuse mais également ouverte, conciliant témoignages, culturalité et exigences méthodologiques. Le Dogman ainsi fonctionne autant comme symbole des peurs et mystères anciens que comme pierre angulaire d'une enquête encore largement ouverte, consciente des limites actuelles de la science face finalement à certains mystères du vivant. En conclusion, je dirais qu'il est
crucial de conserver un esprit critique, mêlant curiosité et doute méthodologique pour approcher successivement la vérité enveloppée dans l'ombre du dogmen. À la croisée du surnaturel, du folklore et du réel possible, cette créature mystérieuse continue de fasciner, d'effrayer et surtout de questionner nos certitudes. Notre exploration de ce cryptide en lien avec les disparitions mystérieuses et phénomènes analogues que vous connaissez bien dans Missing 411, finalement ne fait que commencer. Et je vous invite, moi, à rester attentif, mais surtout critique. Et puis surtout, toujours passionné pour qu'ensemble, peut-être, nous puissions avancer sur un chemin d'un savoir à la fois ancien et inédit. Car il est vrai qu'il y a des connexions relativement intéressantes avec le Sasquatch, mais il n'empêche que le manque de preuves fait que je dirais que pour l'instant, ça reste un débat ouvert. Donc maintenant, nous allons passer au cas du jour. Alors, chers amis, nous allons passer maintenant au cas numéro 1, le Dogman du Michigan, une légende née du folklore et d'une chanson. Alors, le Dogman du Michigan est l'une des figures les plus célèbres dans l'univers des cryptides américains. La légende moderne commence officiellement en 1987 avec la chanson The Legend, écrite et diffusée par le DJ Steve Cook, originaire de Traverse City, dans le Michigan, donc dans l'état où se trouve, comme je le disais, Détroit et Chicago. Cette chanson raconte l'histoire d'un monstre bipède à tête de chien, mesurant environ 2 mètres et doté de yeux perçants, bleus ou ambrés, qui rôderait périodiquement dans les forêts du Michigan, notamment dans la région entre le comté de Wexford et les abords des rivières Manistee et Muskegon. Ce qui distingue cette entité, c'est son cri terrifiant, un hurlement humain ou une sorte de rugissement spécifique qui a frappé l'imagination des auditeurs. Steve Cook a créé cette lettre musicale comme une blague au départ, mais la chanson a rapidement pris une vie propre. Des dizaines d'auditeurs ont appelé la station de radio pour signaler avoir eux-mêmes aperçu la créature ou entendre ses hurlements, renforçant ainsi l'aura légendaire du Dogman. Maintenant, premières observations et témoignages historiques. Bien que le succès médiatique date des années 1980, les premières allusions au Dogman remontent en réalité à la fin du 19e siècle, en 1887. 2 bûcherons du comté de Wexford avaient aperçu un être géant à la silhouette humanoïde, mais avec une tête canine, qui les aurait regardés fixement avant de disparaître dans les bois. Ce témoignage ancien a posé la première pierre à une légende locale longtemps restée dans l'ombre. Un autre témoignage célèbre remonte à 1937, lorsque Robert Fortney, en pleine pêche sur la rivière Muskegon, se serait retrouvé encerclé par plusieurs chiens sauvages, dont l'un, beaucoup plus grand, se serait levé sur 2 pattes, le fixant droit dans les yeux, impassible face au coup de feu de Fortney. Au fil des décennies, les témoignages similaires, comprenant des observations nocturnes, des hurlements inquiétants et parfois des empreintes étranges, ont continué à affluer dans le nord-ouest du Michigan. Des chasseurs, des riverains et même des rares agents de police y font référence, ce qui multiplie la nature crédible de certains récits. Alors, description et comportement supposés. Dans tous les récits, le Dogman est décrit comme un être impressionnant de stature, environ 2 mètres. Doté d'une musculature puissante et entièrement recouvert de poils foncés. Sa tête est clairement canine, rappelant celle d'un loup ou d'un chien sauvage, avec un museau proéminent et des yeux luminescents, soit bleus, soit ambrés. Ce bipède étrange peut se déplacer tantôt à 4 pattes, tantôt debout sur ses pattes arrière, ce qui le rend encore plus difficile à cerner pour les témoins. Les comportements signalés oscillent entre la méfiance, l'agressivité manifeste avec des hurlements puissants ou des attaques sur du bétail, et parfois une forme d'observation distante des humains. Plusieurs récits mettent en avant aussi des phénomènes quasi paranormaux associés à la créature. Bruit inexplicable, silence soudain de la faune environnante, odeur nauséabonde, ou même perturbations électroniques à proximité de ces apparitions. Ce qui semble coller aussi avec la logique des Sasquatch. Le Dogman dans la culture et l'enquête actuelle.
La légende du Dogman a traversé la sphère radiophonique pour s'imposer dans la culture populaire américaine. Avec des documentaires, des films et des podcasts dédiés, des chercheurs amateurs, notamment le North American Dogman Project, tentent de rassembler témoignages, photos, vidéos et empreintes afin d'établir un corpus sérieux autour de cette créature. Mais persistent toujours ces observations en dépit de l'absence de preuves biologiques formelles. Cela alimente une forme de polémique. Certains les considèrent comme des canulars ou des illusions. D'autres pensent qu'ils témoignent d'une créature encore inconnue, peut-être une espèce résiduelle ou un cryptide aux caractéristiques uniques. Donc en résumé, le Dogman du Michigan est sans conteste la figure la plus emblématique et la mieux documentée de la créature à tête canine au sein de la cryptozoologie moderne. Son origine s'appuie sur un mélange de folklore autochtone, de légendes régionales et d'un phénomène médiatique né d'une chanson de 1987. Les multiples témoignages, certains anciens, certains contemporains, dressent le portrait d'une créature bipède au comportement parfois agressif et capable d'instaurer la peur dans les régions boisées du Michigan. Si son existence scientifique n'est pas prouvée, et si les preuves tangibles manquent encore, le Dogman du Michigan reste un symbole puissant des mystères non résolus de notre époque, au croisement du mythe, du folklore et de l'enquête scientifique. Alors maintenant, passons au cas numéro 2, le monstre de Bray Road, dans le Wisconsin, une créature entre mythe et réalité. Le long de Bray Road, une route rurale tranquille d'à peine plus d'1 kilomètre près de la ville d'Elkhorn, dans le comté de Walworth, dans le Wisconsin, circule depuis plusieurs décennies. Une légende inquiétante autour d'une mystérieuse créature. Surnommée la bête de Bray Road, cette entité est décrite comme un cryptide bipède à tête de loup ou à tête de chien, dont les premières apparitions remontent officiellement à 1936, lorsque Mark Shackleman, gardien de nuit dans une école locale, rapporte une rencontre bouleversante. Ce soir-là, le 17 octobre 1936, Mark Shackleman observe une forme animale étrange fouillant un tumulus indien sur la propriété. La bête finit par se dresser sur ses deux pattes arrière, révélant une taille imposante et une silhouette à mi-chemin entre l'homme et le grand canidé, avant de disparaître dans l'obscurité. Résurgence et investigation dans les années 80 et 1990. La créature réapparaît dans les années 1980-90, accompagnée d'une vague de témoignages troublants, souvent relayés dans la presse locale, et les cercles paranormaux. Une journaliste, Linda Godfrey, alors envoyée au Walworth County Week pour enquêter, recueille des dizaines de récits concordants. Au départ sceptique, elle devient convaincue de la sincérité des témoins, qui sont majoritairement des personnes respectables, intégrées, souvent policières, agriculteurs, enseignantes ou chauffeurs. Les observations décrivent la bête comme une créature mesurant entre 1,80 m et 2,10 m, couverte d'un pelage dense, brun grisâtre à la tête canine. Elle est capable de se déplacer à quatre pattes comme sur ses deux pattes arrière, d'émettre des hurlements puissants et d'adopter parfois une posture accroupie ou à genoux. Plusieurs témoins rapportent des contacts troublants. La bête court sur les suivants, quitte soudainement la route ou fonce sur des véhicules, laissant des griffures profondes sur la carrosserie et les portières. Phénomènes associés et mystères. Parallèlement aux apparitions visibles, d'autres phénomènes intriguent. Une odeur nauséabonde, souvent décrite comme un roulant de cadavres en décomposition, envahit la zone en présence du cryptide. Des animaux domestiques et du bétail sont retrouvés mutilés avec des organes spécifiquement enlevés. Un phénomène non élucidé est relié à la bête, selon certains témoins. Ces mutilations alimentent l'angoisse de la population locale, donnant à la créature une réputation sinistre et quasi surnaturelle. Ces éléments combinés aux nombreuses observations diurnes et nocturnes, souvent proches de routes très fréquentées, renforcent la fascination pour cette entité qui s'est incrustée durablement dans le folklore régional et au-delà. Donc, quelles sont les interprétations et hypothèses ? Diverses hypothèses ont été émises au fil des années pour tenter d'expliquer le monstre de Bray Road. Certains chercheurs le considèrent comme un canidé inconnu ou un hybride,
comme le coy dog, un croisement entre le chien et le coyote, ou il y a aussi un croisement entre le loup et le coyote, qui a un autre nom, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. D'autres pensent à une large forme de loup ou d'ours noir atteinte de gale, déformée et démesurée. Ces explications, bien que rationnelles, échouent à rendre compte de tous les aspects du phénomène, notamment son comportement bipède, son agressivité apparente et ses manifestations olfactives. D'autres, plus sceptiques, évoquent l'hystérie collective, les canulars ou l'amplification par les médias et la culture populaire des récits initiaux. Cependant, la persistance des témoignages crédibles étayés par des descriptions similaires sur plusieurs décennies pose question. Alors, impact culturel et médiatique. Le phénomène inspire plusieurs œuvres médiatiques. Un film d'horreur à petit budget, The Beast of Bray Road, donc la bête de Bray Road en 2005, des documentaires comme The Bray Road Beast et des apparitions récurrentes dans des émissions spécialisées sur le paranormal et les cryptides. Linda Godfrey, journaliste devenue spécialiste du sujet, a abondamment documenté ces récits dans ses ouvrages, offrant un regard engagé et sérieux sur la question. En résumé, le monstre de Bray Road incarne à lui seul la complexité du phénomène Dogman, dans son acceptation moderne. Une créature agissant à la limite entre la réalité tangible et le mythe, mêlant apparitions physiques, récits troublants et phénomènes inexpliqués. Son étude témoigne de l'impact profond des cryptides sur la psyché collective, ainsi que des défis que pose la recherche dans des domaines où la science, le folklore et le sensationnel se croisent sans cesse. Alors, chers amis, maintenant attaquons le cas numéro 3, l'attaque de la famille à Land Between the Lakes, dans le Kentucky, entre le Kentucky, Tennessee, et quel est le récit et le contexte. Alors, l'histoire provient des années 1970-1980 et est ancrée comme une légende noire dans la région de Land Between the Lakes, une vaste zone forestière composée de lacs et de bois entre le Kentucky et le Tennessee, connue pour son isolement relatif et sa nature sauvage. Alors, c'est une zone qui est relativement connue en Amérique du Nord. Ma nièce qui a étudié dans le Kentucky a même entendu parler de cet endroit, que moi je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Mais il est aujourd'hui interdit d'aller camper dans cet endroit. C'est un endroit où il y a des agressions régulières quand les gens veulent y passer la nuit. Il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps, un youtubeur qui a voulu y passer la nuit s'est fait attaquer. Et apparemment, sa voiture a été endommagée par une entité qui l'a poursuivi. Et effectivement, donc c'est une zone aujourd'hui qui est interdite pour le camping ou à fréquenter. C'est-à-dire qu'il y a même des barrières qui vous empêchent d'aller dans cette zone. Okay. Si vous restez là-bas de nuit, la police ne viendra pas, par exemple. La police refuse d'aller dans cet endroit de nuit car c'est trop dangereux. Selon les récits relayés par plusieurs sources paranormales et forums dédiés, donc une famille de 4 personnes, donc 2 parents, un garçon et une fille, originaires de Floride, se seraient installés en camping dans cette zone reculée pour profiter de la nature. Peu après leur arrivée, une créature impressionnante, souvent décrite comme un dogman ou un loup-garou, aurait attaqué leur camping. Les témoins indirects, dont un survivant présumé, nommé Roger, selon certains témoignages, vidéos non officielles, racontent que le père, alerté par des bruits inquiétants, serait sorti avec une arme pour enquêter et aurait été aussitôt attaqué et tué sur place. S'ensuivit une attaque violente dans le camping contre la famille entière. La créature causant d'horribles blessures et déchirant les occupants du camping, atteignant même la fille qui aurait mystérieusement été retrouvée suspendue dans un arbre, suggérant un comportement agonistique et hautement territorial. Description de la créature selon les témoins. D'après les descriptions recueillies, la créature attaquante mesurait près de 2 mètres de haut, donc 5 à 7 pieds de haut, avec un corps trapu et couvert d'un pelage épais, brun foncé ou noir. Sa tête serait celle d'un loup ou d'un chien sauvage, avec un museau visible et des crocs saillants. Elle se déplaçait aussi bien sur 4 pattes que sur 2 jambes, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante et difficile à cerner. Ses yeux seraient phosphorescents ou très brillants, et elle aurait émis des cris et des grognements particulièrement effrayants.
Plusieurs témoignages évoquent un comportement intelligent et prédateur capable de semer la terreur sur plusieurs kilomètres autour du site. Certains observateurs rapportent également des manifestations paranormales liées à la zone. Sons étranges, lumière anormale, type OVNI, perturbations électroniques et électromagnétiques. Enquête et controverse. Cette attaque terrifiante pose de nombreuses questions. Aucune preuve policière ou médico-légale confirmée n'a jamais été officiellement publiée, laissant la place aux doutes, aux mythes et à la controverse. Certains pensent à une exagération, voire une déformation traditionnelle d'un fait réel, un accident impliquant un animal sauvage agressif, ours, loup ou un drame familial mal documenté. D'autres, notamment dans les cercles ufologiques et cryptozoologiques, considèrent cette histoire comme emblématique des rencontres avec le Dogman, affirmant qu'elle témoigne non seulement de la dangerosité potentielle du cryptide, mais aussi de son lien potentiel avec d'autres phénomènes mystérieux type OVNI ou portail interdimensionnel présents dans la région. Impact culturel et médiatique. Cette affaire reste l'une des plus sombres du folklore Dogman et nourrit régulièrement la curiosité des passionnés. Le documentaire Dogman Territory, Werewolves in the Land Between the Lakes, produit par Small Town Monsters, disponible sur plusieurs plateformes, revient en détail sur cette légende, mêlant témoignages actuels, analyse rationnelle et reconstitution des événements supposés. La combinaison du mystère non élucidé et d'une intensité dramatique rare fait de ce cas un monument dans l'histoire des cryptides nord-américains, illustrant parfaitement la frontière mouvante entre folklore, réalité potentielle et angoisse collective. En résumé, l'attaque de Land Between the Lakes marque l'un des cas les plus perturbants et les plus riches en émotions dans la recherche sur le Dogman. Qu'il s'agisse d'un fait réel caché, d'un mythe amplifié ou d'un phénomène encore inconnu, cette histoire intensifie l'aura mystique entourant le cryptide à tête canine et incite chercheurs et curieux à approfondir toujours plus ce mélange de mystère, de peur et d'interrogation. Les terres reculées du Kentucky et du Tennessee conservent ainsi encore leur part d'ombre, gardée jalousement par une présence indéfinie entre mythe, nature et surnaturel. Alors maintenant, attaquons la conclusion finale. Après cette immersion dans l'histoire, la distribution géographique, les témoignages et les analyses culturelles du Dogman, nous nous retrouvons face à une énigme fascinante. Alors pour moi aussi fascinante que celle du Sasquatch. La question que beaucoup se posent est simple. Le Dogman est-il une créature réelle, toujours insaisissable mais tangible, ou simplement le produit d'un imaginaire collectif nourri par des légendes, des peurs ancestrales et la culture populaire? D'un côté, les nombreux témoignages répartis sur plus d'un siècle et sur des territoires étendus offrent une certaine cohérence. Les descriptions concordantes d'un être bipède, massif, canin, doté d'intelligence et parfois d'un comportement agressif, ou au contraire, furtif, dessinent le profil d'une présence physique à part entière. Les récits de griffures, de cris et les pistes observées dans la nature suggèrent un niveau de répétition et un ancrage dans la réalité locale qui dépasse souvent la simple invention. Cette persistance d'observation peut indiquer la survivance d'un animal rare, une nouvelle espèce inconnue, voire un vestige d'un passé zoologique antédiluvien, donc avant le déluge. Cependant, cette hypothèse se heurte à de nombreuses difficultés. À ce jour, aucune preuve matérielle, ADN ou vidéo réellement concluante n'a permis de confirmer définitivement cette créature. Les empreintes retrouvées sont souvent confondues avec celles de grands canidés ou d'ours, les images sont floues et les récits parfois teintés de folklore et d'amplification médiatique. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens ne sont pas honnêtes. Il y a une forme de sensationnalisme qui prend le pas et la tentative de monétisation. Okay. L'émergence et le développement moderne de la légende, notamment à partir de la chanson lancée comme une blague, doivent inciter à la prudence. Le Dogman peut être aussi perçu comme une puissante figure symbolique, un archétype collectif à la croisée de la peur animale, du besoin de mystère, de la fascination pour l'inexpliqué. Ainsi, il est possible que la vérité réside quelque part entre réalité biologique et construction mythique. Le Dogman pourrait être un phénomène composite mêlant rencontres authentiques avec des animaux inconnus et projections culturelles augmentées par la transmission orale.
la pop culture et l'imaginaire collectif. En fait, c'est plus on veut y croire, plus on cherche à justifier sa croyance. Ce cryptide révèle plus largement nos propres zones d'ombre et notre relation à la nature sauvage et à l'animalité et à l'inconnu. L'animalité humaine, j'entends. Quel que soit le verdict, cela souligne l'importance d'une démarche d'enquête rigoureuse, patiente et ouverte, croisant témoignages sincères, preuves scientifiques et interprétations culturelles. Le dogme, qu'il soit réel ou chimère, est un miroir fascinant des mystères qui façonnent notre monde et notre conscience. Donc, nous ne fermerons donc pas ce chapitre ici, mais poursuivons cette enquête, ou cette quête, toujours à la recherche de la fine ligne qui sépare l'étrange du tangible, le mythe du réel et le silence de la vérité. Alors, voilà ce que je pouvais donner en conclusion. Maintenant, quel est mon point de vue personnel? Je pense que c'est une affabulation. Je pense qu'il n'y a rien qui puisse prouver l'existence du dogman. Je pense. Je pense que peut-être que les gens ont peut-être croisé un Sasquatch très agressif et que la peur faisant, la nuit faisant, je pense que l'imaginaire a pris le pas sur plusieurs choses et notamment sur les récits du passé. Et il y a eu le cas où il y avait le massacre de cette famille. Il y a plein de cas qui sont liés au Sasquatch, qui sont liés à des massacres d'êtres humains ou même de familles. Ou même, j'ai même des cas où il y a des enfants ou des femmes qui se font manger par les Sasquatch. Donc il y a des cas extrêmement violents. Mais ça ne veut pas dire que le dogman existe, parce qu'il n'y a aucune preuve tangible de son existence. Même s'il pourrait y avoir des gens qui clament certaines choses. Personnellement, je n'y crois pas. Donc, le but de cette série sur les cryptides, c'est de juger ensemble ce que nous avons pu récupérer comme information, ou moi ce que j'ai pu accumuler comme information. Et personnellement, je vote pour que ce cryptide soit une légende folklorique, sans plus. Et pas plus que ça en fait. Donc, à votre avis, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Et puis on fera le tour dans le prochain épisode de Missing 411 la semaine prochaine. On fera le récapitulatif de ce que nous avons pu échanger ensemble cette semaine. Ok? Bah écoutez, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous à tout moment. Et puis prenez soin de vous et on se parle la semaine prochaine. À bientôt.